Donc, la parole est à Laurent Lessin qui va présider cette session hydrodynamique. Encore bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette séance numéro 2 sur l'hydrodynamique navale, trois présentations. Les deux suivantes seront plutôt axées sur le numérique. Et quant à la première, il faut bien avoir en tête que si on regarde le Triomphant, le Scorpène et le Suffren, c'est à peu près tous les 15 ans que la France sort un sous-marin premier du type. Donc c'est une belle aventure. Et donc je vais laisser la parole à Alain Nedelec et à Jocelyn Vermar pour vous parler des essais hydrodynamiques du sous-marin de la classe Barracuda, du Suffren, qui ont eu lieu l'année dernière. Ok, bonjour à tous. Donc Jocelyn Vermar et Alain Nedelec avec moi. On peut passer en mode présentation, s'il vous plaît. Donc on va vous parler ici des essais hydrodynamiques du premier sous-marin de la classe Barracuda. Merci Laurent pour l'introduction. Donc ces essais, en fait, ça va être présenté sous différents thèmes. Petite introduction évidemment. Concept de domaine immersion vitesse. Je pense que ça ne parle pas à tout le monde dans la salle. Démarche des essais, établissement des critères et des essais. Validation du domaine immersion vitesse. Essai avec DDS, puisqu'en fait le Barracuda a une spécificité, c'est la capacité à rajouter un dry deck shelter, ou également en garde-pont. C'est un peu un coffre de toit sur votre voiture. Et ensuite la conclusion. Donc en intro, ce qu'il faut voir, c'est que le Barracuda, on sort un sous-marin tous les premiers de série, tous les 30 à 40 ans grosso modo. Le Barracuda change fondamentalement d'un point de vue hydro en termes de forme hydrodynamique. C'est une forme arrière qui est extrêmement remplie. La forme avant est remplie et en plus on a une forme qui est non axisymétrique. On a un appareil à gouverner on a quand même le premier sous-marin nucléaire d'attaque avec un appareil à gouverner barre en X à 45 degrés. Et en plus, on a des barres avant qui sont rétractables et à l'avant du fuseau, contrairement au sous-marin précédent où on était avec des barres avant sur le massif. Du coup, pour quand même réussir à la mer avec une certaine confiance, il y a eu de nombreuses études qui ont été effectuées de manière préalable, notamment avec des jets techniques hydrodynamiques. On en parle environ de 200 rapports. Là-dedans, on peut trouver à la fois des essais, que ce soit au grand tunnel hydrodynamique, au bassin de traction B600, au bassin de gyration à Paris, quelques essais dans un bassin océanique. Et également, parce que la DGA est quand même vaste, au lac de Castillon, donc au site de DGA technique navale. De nombreux calculs numériques, j'avais une vidéo mais qui ne passe pas malheureusement, je suis désolé. Donc soit avec un modèle mathématique, ce sont les simulations dites DISCO qu'on peut voir en fait ici, soit avec des calculs CFD, je pense que tout le monde connaît dans la salle ce que c'est que le CFD. Et donc l'objectif, c'est il y a une nécessité de vérifier le comportement à la mer par une démarche progressive. Donc l'organisation des essais qu'on a eu à la mer, tout d'abord on a effectué l'ensemble des simulations prévues sur toutes les manœuvres en incluant quelques avaries, le but étant d'être robuste à ce qui pouvait se passer et de garantir la sécurité du porteur en tout temps. Deuxième élément, on a mis en place des astreintes à terre avec des moyens de calcul performants pour répondre à toute question et tout comportement erratique qu'on aurait pu mesurer à la mer. Donc le domaine immersion vitesse. Oui, donc ça c'est un concept spécifique au sous-marin. Il s'agit d'assurer la sécurité d'un sous-marin en navigation vis-à-vis d'avaries. Donc on définit une plage, donc des combinaisons immersion, donc dans le sens vertical, vitesse du sous-marin, pour lesquelles le sous-marin peut résister à des avaries dont on établit une liste et se retrouver ensuite dans une configuration sûre. Et donc, ce sont ces avaries du dimensionnement. Donc, on compte deux familles, tout ce qui touche à des voies d'eau. Donc, un certain nombre d'entrées d'eau peuvent se produire sur le sous-marin. Et autrement, des avaries sur les systèmes de pilotage, donc d'appareils à gouverner. Et donc, on définit dans le... Donc, pour chaque avarie, donc on définit des parades. Donc, les parades de conception, et chaque parade est mise en œuvre au bout d'un délai, donc on appelle temps de détection-réaction, donc d'une part le temps dont l'équipage aura besoin pour détecter qu'une avarie est survenue, puis pour réagir et lancer la bonne réaction, la bonne parade. Et donc à chaque fois c'est associé à un sous-marin, un type particulier de sous-marin, une avarie. C'est-à-dire qu'en fonction de la voie d'eau qui se produit, la réaction ne sera pas la même, et une parade ensuite.
Donc les concepts pour ce qui concerne l'immersion, donc on définit pour un sous-marin l'immersion maximale de service. C'est la profondeur jusqu'à laquelle le sous-marin est autorisé à naviguer autant de fois que nécessaire en situation normale de temps de paix. Et donc l'immersion extrême, c'est toujours en temps de paix, la profondeur jusqu'à laquelle le sous-marin est autorisé à se trouver exceptionnellement si une avarie survient. Donc au cours du traitement de l'avarie, on peut se trouver à descendre plus bas que l'immersion P, immersion maximale de service. Et donc les excursions donc, en immersion peuvent, surtout en immersion et aussi en assiette et en gîte, pour une avarie donnée, pour un scénario donné de parade, vont dépendre du temps de détection-réaction. Et ce temps-là, on peut le réduire en prenant des dispositions temporaires, notamment sur l'équipage, en renforçant la veille sur certains systèmes et en prenant des précautions aussi sur le matériel, en limitant, par exemple, en fermant des vannes, du coup, certaines voies d'eau ne pourront pas se produire à ce moment-là. Donc, dans le domaine immersion vitesse, on définit 3 zones. Donc, une zone normale qui est la configuration où on peut se trouver en tout temps. Des zones de veille renforcée, donc qui sont accessibles avec ces fameux temps de détection-réaction raccourcis. Donc, puisque dans ces conditions-là, si une avarie survient, la parade est mise en œuvre plus vite, donc on descend moins bas, on prend moins d'assiettes et moins de gîtes. Et puis des zones interdites dans lesquelles le sous-marin ne doit pas naviguer parce qu'il n'est pas conçu pour ça, et donc il n'y serait pas en sécurité. Si une avarie survenait dans cette combinaison d'immersion et de vitesse, le sous-marin sortirait de son domaine sûr. Donc un domaine immersion vitesse, ça ressemble à ça. Donc ici, très schématiquement. Donc en gros, ici en haut la surface. Ici donc l'immersion de la surface vers P, l'immersion maximale de service. Et puis dans le sens horizontal, donc la vitesse. Ici donc vitesse nulle et puis là vitesse maximale. Donc il y a des couleurs qui passent pas, ouais. Pas de chance. Donc les zones interdites ici. Et puis on s'approche, on va les voir, mais vous ne pouvez pas les voir. On voit mieux de l'autre côté. Ouais, ah oui, sur l'image du fond, vous voyez mieux. Donc les zones interdites en gris foncé et les zones de veille renforcée en gris clair, donc qui sont en quelque sorte une extension des zones interdites. Ça veut dire que sans les précautions qui permettent de raccourcir les temps de réaction, on n'a pas le droit de naviguer dans les zones de veille renforcée. Donc on voit une zone interdite à immersion importante et faible vitesse qui correspond aux voies d'eau, et une avarie à assez grande immersion et plus grande vitesse qui correspond aux avaries possibles sur l'appareil à gouverner. Donc, je te rends la manette. Donc la démarche des essais qu'on a eue. Comme tout sous-marin, la première chose que vous faites quand vous le sortez du chantier, c'est de vérifier sa pesée. Donc pour ça, vous effectuez une plongée statique. Une fois que vous avez vérifié le poids du bateau, derrière, vous devez vérifier le bon comportement en surface. Donc là-dessus, vous déroulez différents types d'essais, notamment des essais de sécurité nautique. Alors, on ne reconduit pas, le sous-marin n'est pas soumis à l'OMI, mais on effectue des essais du même type. Également, vous en profitez, que ce soit à la fois pour la plongée statique ou en surface, pour vérifier les équipements de plateforme. Vous allez vérifier certains équipements qui concourent à votre sécurité avant d'être autorisé à plonger. Et à l'issue, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous effectuez votre première plongée en route libre. Donc en fait, ce qui va se passer, il y a plusieurs phases qui se déroulent quand vous allez plonger. Vous allez effectuer des phases de vérification du bon fonctionnement en immersion des différents matériels, parce que de fait, vous allez plonger à différentes immersions et vous allez confirmer que ça fonctionne bien. Vous allez ouvrir le domaine immersion vitesse, c'est quand même la première raison de votre première plongée. Une fois que vous aurez fini, vous ferez des essais de manœuvrabilité pour comparaison aux outils de prédiction. Et vous ferez également en parallèle, les deux sont un peu couplés, des essais de performance dits nautiques. Donc vous allez vérifier les performances de votre sous-marin en immersion. Donc, comme je le disais, l'objectif des essais hydro, le premier élément, c'est assurer la sécurité plongée du porteur. Vous devez garantir en tout temps, en tout lieu, en toute heure, le fait que le porteur ne soit pas mis en danger. Deuxièmement, l'objectif des essais, c'est de vérifier le comportement satisfaisant. Quand j'entends comportement satisfaisant, c'est à la fois la réponse aux exigences qui peuvent avoir été données pour le comportement du bateau,
un diamètre de giration, un diamètre tactique, une capacité d'accélération, des éléments de ce type. Et également, vérifier que, grosso modo, vous êtes entre vos prédictions et votre réalité, vous n'êtes pas si écarté que ça. Et troisième point qui est important, il faut imaginer quand même que là, on est sur un bateau qui plonge pour la première fois. Donc le bord n'a jamais piloté ce type de sous-marin. Donc il faut également inspirer confiance au bord sur le pilotage et les rassurer sur le comportement, sur ce qu'ils ont pu voir en plateforme d'entraînement, se réalise réellement à la mer. Donc en gros, quand vous ouvrez votre DIV, vous avez 4 types d'essais qui sont au début des essais dits qualitatifs. Vous n'avez pas toute votre chaîne de mesure qui est qualifiée, vous n'avez pas une précision telle qu'attendue dans des essais hydrodynamiques. Donc du coup, vous avez des essais qualitatifs, donc sur des tenues de cap et d'immersion, que ce soit en pilotage automatique ou en pilotage manuel. Vous avez des remontées d'urgence. Donc là, ce sont des exercices type en gros, vous avez une voie d'eau et vous simulez une voie d'eau, non pas vous remplissez le bateau, mais vous simulez une voie d'eau et vous chassez et vous remontez. Vous avez ces essais de propulsion. Donc là-dessus, vous vérifiez que vos ordres urgents et vos ordres sont bel et bien respectés, stop, avant U et arrière urgent. Et vous avez également des essais de braquage des angles de barre qui correspondent grosso modo aux incidents de pilotage dont parlait tout à l'heure Alain. Et donc, comment vous ouvrez votre DIV? Tout le monde a en tête le petit crowbar qui a été présenté tout à l'heure. Donc vous commencez tout d'abord par des essais à vitesse modérée, faible immersion. On ne va pas commencer par plonger à fond forcément. Ensuite, vous allez légèrement plonger, puisqu'en fait vous allez plonger à une immersion intermédiaire, donc on va dire P sur 2, à vitesse modérée, toujours à vitesse faible. Vous écartez le risque du coup d'incident de pilotage sur des avaries de barre sur les avaries. Et vous ouvrez au passage, c'est votre coque en fait qui vous fait travailler. Ensuite, vous allez continuer à plonger jusqu'à l'immersion maximale. Le but étant de garantir que votre coque se comporte tel que prévu. Une fois que vous avez fini ça, vous faites des manœuvres à vitesse élevée. Donc en fait, vous n'allez pas tout de suite monter à 45 nœuds en immersion. Vous allez y aller forcément par step et y aller progressivement, avec toujours le même type d'essais que cité précédemment, des essais d'avarie, des essais de tenue de cap et d'immersion, et vérifier que aussi bien votre pilote que votre barreur est capable de reprendre le contrôle du bateau quoi qu'il arrive. Et une fois que vous avez fait les essais à vitesse élevée, vous pouvez considérer, grosso modo, que votre DIV, vous êtes à peu près autorisé à naviguer dedans. Du coup, vous allez étalonner vos capteurs de mesure, on parle typiquement des locs, et vous allez pouvoir faire des essais de vitesse, où la vitesse du coup signifiera quelque chose et où vous aurez la réelle vitesse du porteur. Vous allez faire des essais de manœuvrabilité, que ce soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical, pour que vous puissiez les comparer aux simulations. Vous allez faire des essais de tenue d'immersion sous houle, parce qu'il faut quand même vérifier la capacité à tenir l'immersion périscopique. Et en parallèle de tous ces essais purement hydrodynamiques, ça reste quand même un sous-marin qui n'est pas seulement fait pour faire de l'hydrodynamique. Vous validez l'appareil moteur et les installations de plateforme, qui peuvent être des installations de sécurité, mais qui peuvent être également des besoins OPS ou des éléments particuliers pour la marine. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'équipage au préalable s'est entraîné sur simulateur à toutes les manœuvres prévues. Ils ont déroulé durant des semaines l'ensemble des essais mers qui étaient prévus pour du coup le dérouler et voir s'ils avaient des questions, des éléments particuliers. Et nous, de notre côté, on a dû démontrer que tout ce qui allait se passer allait bien se passer et répondre à leurs questions. Donc si on enchaîne sur l'établissement du critère et notamment le domaine immersion vitesse spécifique aux essais. Donc la manière dont on conçoit le DIV d'un sous-marin, on utilise un modèle de simulation, donc avec lequel on va pouvoir passer un grand nombre de scénarios. Et ce modèle de simulation est basé sur des résultats d'essais sur maquette à échelle réduite et des simulations numériques, donc des calculs CFD. Et vu le caractère très innovant de ce sous-marin, on pouvait se poser des questions sur la fidélité des essais sur maquette et des calculs CFD, puisqu'on n'avait rien pour comparer à l'échelle 1. Donc ça, c'est le début de la réaction, de la réflexion. Et donc, pour être en sécurité, il va falloir prendre des marges quelque part. Comment prendre ces marges? Et donc, la première idée, c'était qu'on pouvait douter de l'efficacité des barres arrière sur les avaries de barre. Elle aurait pu être plus faible que prévu, plus grande que prévu. Donc, à cause des formes innovantes de l'arrière, on pouvait se demander s'il n'allait pas se produire des choses inattendues. De même, c'est dit, c'est un sous-marin tout neuf, avec un équipage tout neuf, ils se sont entraînés, mais quand même. Donc, il n'est peut-être pas raisonnable de s'autoriser l'assiette maximale normalement prévue lors d'une avarie. Donc, on a envisagé de réduire
l'assiette maximale autorisée, et de réduire aussi donc, la surimmersion autorisée lors d'une avarie, puisque dans les premiers temps, donc quand on n'a pas encore dépassé l'immersion P sur 2, la tenue mécanique de la coque n'a pas encore été complètement vérifiée. Donc, il y a un moment où on se dit, si un pépin nous arrive, il ne faudrait pas descendre trop bas. Et enfin, donc, ce que disait Jocelyn à l'instant, dans les premiers essais, le lock n'a pas encore été étalonné, donc on ne connaît pas encore la vitesse réelle du sous-marin à la mer. On a une bonne idée, notamment en se basant sur la vitesse de rotation de la ligne d'arbre, mais on n'a pas une mesure précise. Et donc, vis-à-vis de tous ces points, on a introduit une logique de marge, et donc qui fait que par rapport au DIV nominal, donc qui est ici, mettons ici, si on parle de zone interdite, donc ça pourrait être les zones grises ici, et bien, en fonction des marges qu'on prend, on se trouve à réduire la zone autorisée, et finalement, à partir de cette réflexion, des estimations des incertitudes qu'il était convenable de prendre, on est arrivé donc à un DIV restreint, donc qui ressemblait à quelque chose comme ça. Donc, comparé donc, au DIV nominal, donc nous sommes arrivés à un DIV spécifique pour les essais, donc dans lequel des marges avaient été prises. Alors, à droite ici, ça va au-delà de la vitesse maximale possible du sous-marin, c'est-à-dire que notre DIV essai permettait tout de même d'aller à la vitesse maximale. Ça aurait été extrêmement désagréable de s'interdire la vitesse maximale. Donc ça c'était possible. Et donc ensuite, donc les essais ont eu lieu, ils se sont très bien passés, et puis donc ils ont été dépouillés et analysés, et donc Et donc le but, c'est de valider le domaine immersion vitesse. Donc pour valider le domaine immersion vitesse, en fait, l'objectif, c'est d'avoir les essais les plus propres, entre guillemets, possibles pour pouvoir faire des comparaisons avec des modèles de calcul ou avec la CFD qui, elle, est intrinsèquement parfaite sur les conditions initiales. Donc vous faites des essais spécifiques avec des conditions dites maîtrisées. Vous avez quand même tout l'environnement à côté et forcément, vous savez quand même que c'est pas simple. Ensuite, vous faites un dépouillement des essais avec une extraction des biais. Donc quand je parle de biais, les biais, ils sont listés ici. Par exemple, le biais, c'est la pesée. Vous pouvez estimer que l'équipage peut considérer que le bateau est bien pesé. Néanmoins, vous constatez qu'il y a un léger défaut de masse et de centrage. 1 tonne sur un sous-marin de 6000, ça ne se voit pas forcément en fait, au pilotage. Mais malgré tout, ça peut avoir des impacts sur la comparaison derrière. Vous avez des phases d'approche, les angles de barque ne sont pas vraiment respectés. Donc là-dessus, il y a des traitements qui ont été effectués par des GATH pour corriger ces biais-là et pour les analyser. Derrière, vous faites des simulations numériques avec le modèle en incluant les biais identifiés et les corrections. Et du coup, après, vous comparez simplement entre essais et simulations. Donc, ce que vous avez ici, donc forcément, ce sont des courbes sans échelle. Vous avez, par exemple, un exemple ici sur l'assiette et là sur l'immersion. Ce que vous constatez, en gros, c'est qu'en pointillé, donc ça, c'est le modèle mathématique, et en trait plein, c'est les essais à la mer. Vous constatez qu'il y a une très bonne comparaison, voire une légère surestimation par le modèle. Donc la comparaison est d'une concluante, et dans tous les cas, on est sécuritaire, parce qu'on annonce des éléments qui sont plus importants. Donc, le DIV de conception est validé. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et après, on enchaîne avec les essais, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a eu aussi des essais avec le dry deck shelter. Donc, le dry deck shelter, donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est une grosse verrue rajoutée sur le pont du sous-marin en arrière du massif. Donc, c'est grand, c'est modérément bien profilé. Et donc, évidemment, ça modifie notablement le comportement hydrodynamique du sous-marin. Donc, ça ne modifie pas, par contre, le fonctionnement interne du sous-marin, donc tout ce qui est la propulsion, l'appareil à gouverner, les chasses. Et donc, du fait de l'impact sur l'hydrodynamique, DGA Technique Hydrodynamique a établi un modèle de manœuvrabilité spécifique, donc nous permet de rejouer donc, des simulations spécifiques du comportement du sous-marin avec son DDS sur le dos. Et donc, on en a déduit un domaine immersion vitesse spécifique pour la navigation avec DDS. Et donc,
Après avoir ouvert le domaine immersion vitesse du sous-marin tout seul, il a fallu ouvrir le domaine immersion vitesse avec DDS, donc avec une logique similaire à ce qui a été fait dans la première phase, mais allégé tout de même puisque le porteur est beaucoup mieux connu. Maintenant, le lock est étalonné, donc on connaît déjà la vitesse du sous-marin. Et d'autre part, le système de chasse rapide a aussi été vérifié, donc on a confiance dans la capacité du sous-marin à s'alléger en cas de voie d'eau. Et donc les marges ont été prises uniquement sur le comportement proprement manœuvrier du sous-marin et donc sur la limitation de l'assiette. Et donc le domaine immersion vitesse avec DDS a été ouvert et s'est révélé conforme aux prévisions. Donc on arrive à la conclusion de l'opération. Donc initialement, les performances manœuvrières avaient été prédites par des essais sur maquette et des calculs dans les deux configurations du sous-marin. Le DIV de conception et le DIV essai étaient basés sur ces simulations. Le DIV a été ouvert à la mer, donc progressivement, et donc il a permis de garantir la sécurité du sous-marin. Bon, au passage, on n'a pas eu d'avarie. Tant mieux, personne ne va s'en plaindre. Et les performances prévues pour le sous-marin ont été confirmées à la mer. Donc, aussi bien dans le domaine immersion vitesse que les performances opérationnelles. Donc, un succès. Si vous avez des questions. Merci de nous avoir fait partager cette belle aventure. Il ne nous a pas échappé qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres sur la présentation pour des problèmes de confidentialité, mais néanmoins, je suis sûr qu'ils sont preneurs de vos questions. Question sur le slide, vous montrez la comparaison qualitative entre assiette et immersion. Vous dites que du coup, ça valide les essais, parce que là, effectivement, les essais sont mieux que les prédictions. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième boucle derrière pour affiner les modèles de manœuvrabilité, pour les faire coller aux essais réels, pour permettre du coup d'augmenter encore un petit peu ce DIV? Alors si, cette deuxième boucle n'est pas présentée, mais effectivement, là c'est un tiers particulier, un essai particulier. Après, vous avez de nombreux essais, donc c'est un lot d'essais. Il faut s'assurer que le modèle est dans tous les cas sécuritaire et majorant par rapport à ce qui est constaté, pour des logiques de sécurité. Et donc oui, en effet, il y a eu une deuxième phase pour dire, bon, on est sécuritaire et on constate que ça colle quand même parfaitement. Néanmoins, on a moyen d'optimiser sur certains points. Donc, il y a des essais spécifiques qui ont été faits pour aller optimiser le modèle et aller gratter, parce que les marins sont forcément fanats, aller gratter quelques petits éléments pour gagner quelques mètres. Et du coup, est-ce qu'il y a une deuxième campagne d'essai derrière pour aller valider justement cette bordure du DIV qui n'a pas été investiguée pendant la première campagne? Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire des essais spécifiques qui vont, pour cette optimisation, vous allez faire des essais bien spécifiques et vous allez prendre l'ensemble des essais pour le recalage en guillemets du modèle de manne, l'optimisation. Vous allez prendre l'ensemble des essais et vous allez du coup avoir un comportement qui est cohérent de l'ensemble des essais. Mais en fait, ce qu'il faut constater, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que votre essai, que vous le fassiez sur la partie gauche, sur la partie droite, en immersion ou pas, fondamentalement, c'est le comportement hydro qui vous intéresse. Oui, donc en fait, c'est complètement indépendant du point un peu où vous le faites, moyennant les effets de vitesse, ça reste de l'hydrodynamique. En fait, pour valider le domaine immersion vitesse, il n'est pas question de se mettre à la frontière de la zone interdite. En fait, un domaine immersion vitesse est toujours établi en se basant sur des simulations, et le modèle qu'on utilise pour les simulations, on peut le construire en faisant des essais dans une vitesse raisonnable aussi. Il n'y a absolument aucun besoin pour l'hydrodynamique d'aller se mettre dans les zones dangereuses. Donc un DIV, ça se construit par simulation et pas expérimentalement. Il est hors de question de faire des voies d'eau à la mer. C'est-à-dire que la partie gauche du DIV, ici, on ne va pas jouer là-dedans. Je propose de prendre une autre question. Oui, j'en aurais 50 000 de questions à poser, mais je comprends que vous ne puissiez pas y répondre. Il y a une question qui me brûle la langue quand même. Est-ce qu'avec cette forme-là, vous avez un alourdissement de l'arrière? Alors, l'alourdissement de l'arrière est forcément visible.
Forcément visible, quel que soit le sous-marin, là-dessus, il y aura toujours un alourdissement de l'arrière. Après, c'est le type d'alourdissement de l'arrière que vous allez avoir. Et là-dessus, on en a un qui est légèrement différent des autres porteurs. Et je m'arrêterai pour plus de détails. C'était intéressant là, le fait que vous mettiez au point du calcul des essais avant chaque essai à la main avec cette astreinte au bassin, c'est intéressant. Mais par contre, pour la formation des équipages, c'est-à-dire que les équipages, ils ont joué sur le simulateur, ils allaient faire à la main. En fait, les marins avaient accès à un simulateur dans lequel on avait programmé le modèle de comportement théorique issu des essais sur maquette et des calculs CFD préalables. Ça, c'est intéressant. Alors, du coup, sur le simulateur nominal du Barracuda, il est à tout le monde. Oui. Les marins, ils font le modèle de manœuvrabilité. Oui, affirmatif. Des GATH Naval. Oui. Oui. Réellement le même. Voilà. Oui. C'était toute la difficulté des sous-marins précédents. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait sur le simulateur. Bon, ça, c'est très bien. Et donc, quand vous allez recaler votre modèle de manœuvrabilité, vous mettez le nouveau modèle aussi sur le simulateur du marin pour s'entraîner. Oui, sinon, il n'y a pas vraiment Il n'y a d'intérêt. pas d'écart entre. Oui, ça vaudrait mieux quand même. Oui, bon, justement, ce serait mieux. Donc, il y avait réellement un entraînement. Les équipages ont joué le programme d'essai avant d'aller à la mer. Les marins ont joué l'essai qui était prévu, puisqu'ils avaient les programmes d'essai. Ils ont pu jouer l'essai, en fait, sur plateforme d'entraînement, et du coup, constater et réagir, et mettre leurs garde-fous, s'ils avaient des garde-fous particuliers à rajouter, ils ont pu rajouter leurs garde-fous. Et vous étiez présent au moment de cette... Non, pas au moment de leurs entraînements, on était présents à bord et on a fait des briefings. Je propose que les questions après soient faites pendant les pauses café cet après-midi. Comme gardien du temps, je vais arrêter là malheureusement ce sujet passionnant. Je vous remercie et j'envie toute cette aventure que vous avez vécue.